Donc, j'invite Véronique Pataille, donc, du département des Antiquités orientales du Musée du Louvre, à venir à présent, qui va nous parler du hourite, une langue longtemps restée mal comprise, et qui introduira elle-même ensuite Monsieur Mirio Salvini, qui nous vient de Rome. Le hourite est une langue du Proche-Orient ancien, majoritairement parlée dans le nord de la Mésopotamie. Elle est attestée entre la fin du 3e millénaire et la fin du 2e millénaire avant notre ère, mais c'est surtout durant l'apogée de l'Empire du Mitanni, vers le 14e siècle avant notre ère, que la culture hourite et sa langue connurent une plus large diffusion dans le Proche-Orient ancien. Afin de retranscrire leur langue, les hourites adopteront le système cunéiforme syllabique, mais quelques textes rédigés en cunéiforme alphabétique ont également été retrouvés. Le hourite, ainsi que l'ourartéen, que vous découvrirez ensuite avec la communication de Mirio Salvini, forment un groupe isolé de familles de langues qui n'ont pas de lien avec des langues parlées à cette époque et dans cette région. Elle n'est ni sémitique comme l'acadien, ni indo-européenne comme le vieux perse ou encore le hittite. En revanche, c'est une langue de type agglutinante comme le sumérien, c'est-à-dire que sur une base lexicale fixe, des suffixes qui servent de marqueurs grammaticaux vont littéralement s'agglutiner sur cette base. Nos connaissances concernant la culture et l'histoire hourite restent assez lacunaires car finalement peu de textes rédigés exclusivement en langue hourite ont été retrouvés. De plus, ce corpus se répartit sur une aire chronologique et géographique assez large, comme on peut le voir sur cette carte, ce qui a finalement pendant un temps freiné son déchiffrement, car malheureusement, et je vais citer un grand spécialiste de la langue hourite, Gernot Willem, cette situation géographique a divisé pendant un temps l'houritologie en plusieurs spécialités qui ne communiquent pas toujours entre elles. Je vous rassure tout de suite, c'est terminé. La langue hourite est attestée dès l'époque d'Akkad, c'est-à-dire du 23e au 22e siècle avant notre ère, par quelques mots non propres ou géographiques dans des textes rédigés exclusivement en akkadien. On peut citer par exemple cette impression de sceau, ici, trouvée à Tel Brak, au nord-est de la Syrie actuelle, et portant un nom hourite, Talpush Atilili, et qui mentionne le pays de Nagar, qui est en réalité le nom antique de Tel Brak. Il y a également cette inscription du roi Naram-Sin, donc ici, où il est fait mention de sa victoire dans le pays de Soubartou et de la capture de Taïch Atilili. L'appellation pour mentionner le pays des Hourites a d'ailleurs été un temps utilisée à tort, mais je reviendrai dessus plus tard. À côté de Tel Brak, sur le site de Tel Mozan, anciennement appelé Urkes, auraient été retrouvées les plus anciennes inscriptions rédigées entièrement en langue hourite et qui dateraient de la 3e dynastie d'Our, vers 2100-2000 avant notre ère. Il s'agit d'une inscription royale de fondation du roi d'Urkesh, Tis Atal, dont seulement 2 exemplaires existent. L'une est conservée au Louvre, c'est celle-ci, et l'autre est au Metropolitan Museum de New York, mais dont seul le clou est conservé. Durant la première moitié du 2e millénaire, entre 1850 et 1595 avant notre ère, une douzaine de textes rédigés en hourite sont également attestés, mais cette fois au sud de la Mésopotamie. 6 d'entre eux viennent de Mari, au sud-est de la Syrie actuelle, et ont été publiés en 1939 par François Thureau d'Angin, dont une lettre entre le roi de Mari, Zimrilim, et un roi hourite. Une dizaine d'autres textes littéraires rédigés en hourite ont été publiés en 1971 par Johannes van Dyck, dont la provenance pourrait être également le sud de la Mésopotamie. Ce court aperçu des premières attestations de la langue hourite nous donne une idée de la difficulté finalement d'appréhender ce corpus, tant par la rareté des textes que par leur répartition géographique. Malheureusement, cette situation perdure durant la 2e moitié du 2e millénaire, en dépit du fait que c'est durant cette période que la documentation en langue hourite est la plus attestée et connaît une plus large diffusion. Néanmoins, c'est essentiellement à partir de ces textes que commence réellement l'histoire du déchiffrement de la langue hourite. C'est la découverte en 1887 de la lettre de Mitanni à Del Armana en Égypte, premier document trouvé entièrement rédigé en hourite qui va être le véritable point de départ de la recherche sur le hourite.
Cette lettre, d'environ 500 lignes, a été envoyée par le roi de l'Empire du Mitanni, Tushratta, au pharaon Aménophis III. La copie de cette lettre a été publiée en 1889. Et dès 1890, 3 articles apparaissent simultanément dans la même revue, la Zeitschrift für Assyriologie. Cette simultanéité des publications oblige même l'éditeur à faire une note à ce propos, mais peu importe, la course est lancée. Ces articles posent les premiers jalons du déchiffrement de ce qu'ils appelleront alors la langue mitannienne. Ils identifient quelques termes et morphèmes que Leopold Messerschmitt compile dans une monographie publiée en 1899, Mitanni Studien. Il y mentionne d'ailleurs le caractère agglutinant de cette langue. À ce moment-là, aucun document bilingue n'a encore été trouvé et seules des lettres similaires à la lettre du Mitanni, mais rédigées en akkadien, ont permis de faire des tentatives de traduction grâce à une phraséologie assez proche. On citera par exemple celle de Ferdinand Borck en 1909, mais celle-ci comporte de nombreux points d'interrogation. En 1906, ce sont les archives de Hattusa, dans le sud-est de la Turquie actuelle, à plus de 2000 km de Del Armana, qui sont découvertes. Ce corpus, essentiellement composé de textes religieux, n'est pas vraiment exploité par les chercheurs. En revanche, c'est à ce moment-là qu'est identifiée une terminologie exacte pour qualifier ce peuple. Les appellations Shubartu ou encore langue mitannienne, un temps utilisées à tort, sont définitivement abandonnées dès 1921. En effet, Bedřich Hrozný qualifiera ce peuple de Hourite, d'après des textes hittites, langue qu'il a déchiffrée dès 1915, dans lesquels le toponyme Kour-Ourou-Ouri, pays de Ouri, est attesté pour définir l'ère de la Mésopotamie du Nord, qui correspond à l'Empire du Mitanni. Il faudra attendre les découvertes des sites de Nouzi en 1925, de Rachamra en 1929 et la poursuite des fouilles de Hattusa pour voir une nouvelle impulsion dans la recherche ourite. Les fouilles de Nouzi, situées au sud-ouest de Kirkouk en Irak et à plus de 1000 km d'Hattusa, ont permis la découverte en 1925 d'un important corpus d'environ 6000 textes. On pourrait penser que ce corpus est suffisamment important pour faire des avancées, d'autant plus qu'il s'agit pour l'essentiel de textes issus d'archives privées et donc de textes du quotidien. Malheureusement, ces textes ne sont pas rédigés en ourite, mais en akkadien. Mais assez rapidement, les chercheurs se rendent compte qu'il ne s'agit pas d'un akkadien conventionnel et que certains éléments comme la morphologie, la syntaxe ou encore des termes ont des caractéristiques communes avec la langue attestée sur la lettre du Mitanni. D'autant plus que la plupart des noms propres attestés sur les textes de Nouzi sont ourites. On comprend rapidement que l'ourite est la langue courante à Nouzi et que l'akkadien est la langue de rédaction des textes. Du coup, cette adaptation par les scribes de Nouzi pour écrire leurs textes en akkadien a permis de comprendre quelques fonctions grammaticales, de contextualiser certains termes et l'étude des noms propres a permis des avancées pour la compréhension de la phonologie ourite. À ce moment-là, le corpus de Nouzi est une forme de curiosité dans la communauté scientifique et n'est finalement étudié que par une minorité d'assyriologues. En 1925, c'est le site de Rachamra, en Syrie actuelle, qui est découvert et avec lui de nombreux textes bilingues, voire trilingues en ourite, sumérien ou akkadien. En 1931, François Thureau d'Angin publie une série de listes de vocabulaire bilingue, voire trilingue, parmi lesquelles une tablette bilingue suméro-ourite. Alors, on pourrait penser que c'est la première, ça y est, on tient notre fameuse bilingue, mais malheureusement, c'est juste une tablette de vocabulaire essentiellement juridique. Néanmoins, cette tablette permettra la traduction de termes ourites jusqu'alors inconnus. L'originalité du corpus retrouvé à Rachamra réside dans le système d'écriture utilisé. On retrouve des textes écrits en cunéiforme syllabique, mais également en cunéiforme alphabétique. Alors, comme nous l'a finalement bien expliqué Robert Halley hier, ces dernières ont très largement contribué à une meilleure compréhension de la phonologie ourite, car cet alphabet est consonantique.
Ainsi, entre les années 30 et 40, de nombreuses publications voient le jour sur les différentes caractéristiques phonologiques ou morphologiques de la langue ourite, comme celle de Johannes Friedrich en 1935 et 1939, Carl Gustav von Bodenstein en 1937, Albrecht Goetz en 1939 et 40, ou encore Ephraim Spicer en 1938 et 40. Ce dernier publiera en 1941 la première grammaire ourite, Introduction to Hurrian. Les fouilles de Hattusha ou encore celles de Rachamra permettent de nouvelles découvertes et en 1964, Frédéric Bush publie une nouvelle grammaire ourite qui intègre les textes absents de celui de Spicer. En 1976 et 1977, c'est Emmanuel Laroche qui publie un premier dictionnaire avec le glossaire de la langue ourite en 2 volumes. C'est la découverte, en 1983, de la tablette bilingue ouro-hittite, le champ de l'affranchissement des Blas, qui va permettre un bond considérable dans notre compréhension de cette langue et de ses caractéristiques grammaticales. En effet, on n'est plus dans des listes de vocabulaire comme Arachamra ou encore des textes rédigés en dialecte ouro-acadien de Nouzi, mais dans un véritable texte. Et le hittite, si vous vous souvenez bien, est déchiffré depuis 1915. Ainsi, la découverte de ce texte constitue la fameuse pierre de Rosette de la langue ourite, qui sera suivie par d'autres textes bilingues, autrement dit, d'autres pierres de Rosette. Ces textes vont permettre des avancées considérables pour le déchiffrement du ourite. D'un point de vue lexical, de nombreux termes ont pu être traduits et grammaticalement, des notions encore à l'état d'hypothèse ont pu être confirmées ou infirmées. Cette découverte, près de 100 ans après la lettre du Mitanni, va donner une nouvelle impulsion à la discipline. En effet, à côté des publications de Volker Hasse sur le corpus de Hattusa, de Hans Thiel sur le corpus d'Ugarit, ou encore celle de Mirio Salvini et Garno Willem, ces mêmes spécialistes proposent des publications englobant l'ensemble des textes rédigés en ourite, comme par exemple la série CHS, Corpus der Uritischen Sprechdenkmäler. Cette approche plus globale va permettre des études diachroniques de ce corpus et de mettre en évidence différents dialectes ourites qui, de manière extrêmement schématique, se divisent entre le ourite ancien, représenté par la tablette de Tishatal, avec le petit lion, et le dialecte de la lettre du Mitanni. En 2000, Is Wegner publie une nouvelle grammaire ourite, Uritische Einführung, intégrant ainsi l'ensemble des textes du corpus rédigé en ourite découvert jusqu'alors. Cette grammaire est suivie d'une première grammaire en italien proposée par Morio Giovielli, Schizogrammatical della lingua urica. Pardon, je sais qu'il y a de nombreux Italiens dans la salle. En 2012, Thomas Richter publie un glossaire ourite et en 2016, un répertoire des noms propres ourites. À l'issue de cette présentation extrêmement synthétique, je passe sur de nombreux corpus et de nombreuses personnes également. On comprend néanmoins rapidement, au vu de la répartition chronologique et géographique du corpus en langue ourite, que son déchiffrement n'a pas été aussi rapide que celui des hiéroglyphes égyptiens, de l'akkadien ou encore du phénicien. Il n'y a pas non plus de figures majeures comme Jean-François Champollion ou encore l'abbé Barthélemy. C'est vraiment un travail au long cours, durant lequel plusieurs spécialistes, sur plusieurs générations, ont avancé petit pas par petit pas, découverte par découverte. Bien que certains aspects de la langue ourite restent encore aujourd'hui à découvrir, comme la fonction de certains morphèmes, la traduction de nombreux termes ou quelques notions de phonologie, on peut dire qu'aujourd'hui, le ourite est une langue déchiffrée. Merci.